Bonjour, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Et je vais vous parler de quelque chose de très technique. Donc ça va être peut-être un peu compliqué au départ. Je vous ai mis des images pour que vous arriviez à comprendre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'ai hérité une équipe d'électrophysiologie et nous on prend en charge tout ce qui est les interventions de la moelle à risque, c'est-à-dire les interventions en orthopédiatrie, en orthopédie adulte et bien évidemment en neurochir. Donc, entre autres, depuis quelques années, on s'intéresse un peu à voir qu'est-ce qu'on peut rajouter comme information pendant les blocs pour les interventions de Chiari. Donc, on a commencé il y a quelques temps avec les deux techniques classiques qu'on utilise, que c'est les potentiels évoqués somesthésiques et moteurs. Au fur et à mesure, on a commencé à lire et à approfondir un peu sur les sujets. On a rajouté les auditifs, on a rajouté l'onde 2D et on a toujours l'électroencéphalographie qu'on peut utiliser aussi. Donc, pour que vous arriviez à comprendre un peu, je vous ai mis quelques images. Pour le faire simple, la moelle, c'est une espèce de rocade où il y a des voies qui vont et des voies qui viennent. Donc, nous, on essaie de suivre ces voies et éventuellement, si jamais il y a un arrêt ou il y a un ralentissement, pouvoir l'évidencier pendant une intervention. Donc, on a la voie somesthésique qui va amener toute l'information sensitive. Celle-là, comme vous la voyez ici, ça commence au bout de la peau et ça va remonter jusqu'au cortex. Donc, ça va nous donner certaines images comme celle-ci. La voie motrice, c'est exactement l'inverse. Ça va commencer au cortex et ça va descendre jusqu'à tous les muscles, ce qui va nous permettre d'enregistrer n'importe quelle activité musculaire. On choisit, selon l'intervention, quels sont les muscles qu'on ira regarder et ça va nous donner, comme vous voyez là, des tracés qu'on va pouvoir suivre tout au long de l'intervention, surtout pour voir s'il y a des modifications, autant de l'amplitude de réponse comme de temps qui prend à apparaître, que c'est les latences. En plus, on a ça qu'on appelle onde 2D, que c'est une activité directe de la moelle. On va la stimuler et on va la recueillir avec un électrode qu'on va placer tout à côté de la moelle, et les potentiels évoqués auditifs qui vont nous donner une information assez importante par rapport à tout le trajet de nerf auditif qui commence sur les conduites auditives externes et qui ira jusqu'au thalamus. Après, la voie, elle continue, mais nous, on s'en occupe de regarder cette première partie qui est là, où on voit les premiers 5 pics, qui sont ceux qui nous intéressent, et qui vont nous permettre aussi de voir un peu comment ça se passe au niveau de la fosse postérieure. Donc, quelle est notre expérience? On a pris les derniers patients qu'on a fait. On avait commencé pour les derniers 24 mois, mais finalement, on a opéré 2 cette semaine, donc on était obligé à les rajouter. Donc, on a une moyenne, on opère bien évidemment des patients qui sont un tout petit peu plus âgés. On a une moyenne de 26 ans. On a fait 4 garçons et sur tous les patients. Donc, nous, c'est ce qu'on a vu, c'est une modification significative, surtout sur les potentiels moteurs, et vraiment pas des modifications qui soient assez intéressantes sur la partie sensitive et sur les potentiels évoqués auditifs. Pour vous montrer un peu les exemples, pour vous donner un peu de graphique à cette idée, là, on a des potentiels évoqués auditifs tout au long d'une intervention. Parce qu'une fenêtre, on a beaucoup plus, mais et vous voyez qu'ils sont en gros au même style. Il n'y a aucune modification. Je vous le montre un peu plus près. Les potentiels, ils sont toujours pareils. Et ça, c'est des potentiels moteurs sur cette partie-là. Ce qu'on voit en bas, cette ligne rouge, c'est la ligne qu'on appelle des bases, tout au début de l'intervention. Donc, ce que vous voyez en couleur, c'est les lignes. En fait, ce qu'on voit là, c'est l'évolution de l'intervention. C'est toutes les acquisitions qu'on a fait tout au long de l'intervention. Et vous voyez comme il y a, par exemple là, il y a une modification très importante. Là, pareil. Et ça, c'est les potentiels somesthésiques où on voit pas non plus de grosses modifications. Bon, là, les tracés ne sont pas très beaux. C'est une des choses qui nous embête de potentiels somesthésiques, c'est qu'il n'y a pas... ils sont très sensibles aux artefacts
qu'on a au bloc. Donc, nous, c'est pour ça qu'on dit que nous, on préfère monitorer, même si on fait tout, parce que forcément, il faut y aller au maximum, mais on préfère quand même, et on fait beaucoup de confiance au potentiel moteur. Ça, c'est un 12e cas où on voit pareil, au début de l'intervention, des potentiels qui sont assez beaux. Et au cours de l'intervention, on les perd. Vous voyez, ce côté, c'est notre côté droit. Malgré que les POS, les potentiels somesthésiques, ils sont tout à fait corrects, il n'y a aucune modification, on voit bien la différence sur les potentiels moteurs, ce qui nous permet de dire aux chirurgiens, attention, n'y allez pas trop fort sur ces côtés-ci ou sur ces côtés-là, et la récupération après d'avoir attendu, d'avoir vérifié dès qu'il n'y avait pas un autre souci, la modification vers l'amélioration, c'est plutôt toujours les cas vers l'amélioration. On a eu un seul cas avec des pertes de potentiel et que finalement c'était un faux positif, moyennement faux positif. Donc on voit bien l'amélioration après. Donc qu'est-ce qu'on sort de tout ça? Le monitoring, il est toujours utile, surtout, et en fait, ce qu'il faut faire, c'est avoir un bon protocole anesthésique surtout. C'est très important la fusion au bloc entre les neurologues, les anesthésistes et les neurochirurgiens, ou les orthopédistes dans les cas de l'ortho. Si on n'a pas de protocole bien établi, on aura des pertes de potentiel et en fait, les stress, on rajoute des stress à notre intervention qu'on ne devrait pas en avoir. Les méthodes, il doit être toujours consensué par les neurochirurgiens et l'électrophysiologiste. Il faut que les neurochirurgiens soient absolument en connaissance de nos techniques pour pouvoir comprendre quand nous on les dit attention, il ne faut pas y aller par-ci, pas y aller par-là, j'ai perdu ci, j'ai perdu ça, parce que s'ils ne comprennent pas, ce n'est pas la peine. Les neuromonitoring assurent toujours les neurochirurgiens, bien évidemment, et aussi les patients, la famille des patients, parce que nous, c'est pas toujours, mais on voit quand même pas mal de patients en pré-op, et c'est clair que pour les patients, avoir une tête connue avant de s'endormir, c'est toujours pas si mal, et surtout qu'ils comprennent, quand on peut le faire en pré-op, ils comprennent un peu qu'est-ce qui va se passer après. Et nous permet aussi surtout de chronométrer les événements. Quand il y a des pertes, quand il y a des améliorations, pouvoir dire à ce moment précis, il y a eu ces soucis ou cette amélioration. Donc, je vous ai laissé quelques articles que je trouvais très intéressants parce qu'en fait, par rapport à l'écarté, il n'y en a pas beaucoup de publications sur le neuromonitoring. J'en ai trouvé 4. Il y en a un gros américain avec 80 cas qui monitorise seulement des POS et des POA. Ils disent que ça les suffit. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Et il y a un autre avec un peu moins de patients, mais qui font plus ou moins comme nous avec des POM. Et encore un autre cas qui était très beau. Et un article des Espagnols, je l'ai mis en espagnol parce que ça m'a fait plaisir de pouvoir lire dans ma langue originale. Mais il est pas mal. Les Espagnols, ils sont en train de travailler aussi sur ça. Et ils ont sorti un papier qui est très très beau. Donc voilà, je vous remercie. Je vous laisse mon mail pour les chiens s'ils ont besoin. Des questions? Donc oui, Thierry. Pour Thierry Audin. Merci pour votre présentation. Je suis Stella, je suis neurochirurgien ici. Je voulais vous poser simplement déjà la question, est-ce que vous faites des potentiels de base avant, pendant et après l'intervention éventuellement à distance? Ou quelle périopératoire? Il y a certains cas, surtout les cas qui met en préopératoire, on fait seulement s'il y a des doutes. S'il y a des doutes sur s'il faut y aller ou pas, si les symptômes, surtout les paresthésies, les déficits sensitifs au moteur, ils sont vraiment liés à surtout quand il y a des syringomyélies. Mais on ne les fait pas forcément. On ne les fait pas à 100% des cas parce qu'on n'a vraiment pas le temps de faire à tout le monde. En pérope, oui, on le fait du début à la fin. On arrive avec les anesthés et on s'en va avec.
Et en post-op, seulement on fait, et ça nous est arrivé surtout avec les patients en orthopédie, quand on a eu des gros soucis, des grosses pertes de potentiel, surtout des potentiels moteurs. On a suivi des patients, on les a suivis pendant des années, on les a toujours, mais on ne le fait pas à 100% des cas. D'accord. Et vous avez dit que vous avez des modifications du potentiel moteur, Mm. et donc vous êtes capable de chronométrer du coup toute l'intervention. Est-ce que vous avez pu comprendre s'il y a un moment précis de l'intervention? Oui. Ouais, ça vient, je pense qu'un peu avec la pratique. On sait bien quand c'est que l'échographe qui vient de se positionner sur la moelle et qu'on a une perte, ça vient avec. Et on voit bien les différences avec la décompression, les pertes au moment de la fermeture de la durmère qui sont assez habituelles, qu'il ne faut pas trop s'affoler, il faut attendre parce que ça revient habituellement après. On a des moments précis, on a déjà bien pu chronométrer et qu'on peut, on le connaît bien. Avec l'expérience, on apprend à bien s'en servir de toutes ces variations. Donc il y a des modifications lors que vous mettez l'échographe, après ça revient. Bon, il y a plusieurs événements, mais oui, par exemple, il y a des pertes très importantes au moment de la pression de l'échographe sur la moelle. Ouais. Thierry? Oui, j'ai une question sur votre expérience, parce que autant quand on va faire une correction d'une déformation, on a un risque de tirer sur la moelle. Là, vous avez installé votre patient. Alors, il va y avoir des gestes pendant l'intervention où forcément vous allez avoir des diminutions. Mais est-ce que pour autant vous allez arrêter votre décompression si vous avez des troubles importants? C'est-à-dire, est-ce que vous avez décidé d'opérer un patient? Est-ce que la correction et la libération ne priment pas sur des informations qu'on va vous donner et dont on sait que forcément, elles vont être impactées par le type d'anesthésie, voilà, ma question c'est, est-ce que finalement c'est un grand intérêt? Mais c'est pour ça qu'on s'est mis à en faire. Et normalement, si le geste il est assez important, sous les décompressions par exemple, les modifications ils vont vers l'amélioration, pas en détriment de potentiel. Donc c'est plutôt sur les étirements, sur ces moments-là qu'on dit faites gaffe, on a déjà perdu ci, on a eu une chute de potentiel. C'est surtout quand il y a des pertes de potentiel généralisées et d'un seul côté. Là c'est des moments où on dit attention, il se passe quelque chose. Bien évidemment, une perte générale, ça aussi entraîne un moment de prévention, de dire mais faites gaffe, soit il y a une compression, il peut y avoir des compressions autre que le geste chirurgical. Ça nous est arrivé, une compresse, en pédiatrie surtout, des compresses qui compriment, qui nous donnent des soucis, soit au niveau radiculaire, par exemple dans les déformations. Mais ça dépend vraiment de quel est le geste. Mais habituellement, si c'est que la décompression, non. Mais ça nous sert toujours sur les tumeurs, par exemple, à limiter un peu Là, oui. Mais sur les chiaries, non. Pas forcément. On n'a pas eu de grosses pertes au moment de la décompression, donc non. Jusqu'à maintenant, ça ne nous est pas encore arrivé. Alors, en réalité, le taux d'aggravation neurologique post-op est infinitésimal dans les décompressions de Chiari. Donc, si c'est un monitoring pour tenter de réduire une aggravation neurologique périopératoire, c'est quasiment extrêmement faible, donc très peu intéressant probablement. Mais peut-être qu'au niveau de l'évaluation de la qualité de la décompression, il pourrait y avoir un paradigme électrophysiologique qui pourrait indiquer que la décompression est obtenue ou peut être améliorée. Faut-il faire toujours une duraplastie ou pas une duraplastie, un geste sur les abdominales, etc. Donc je pense que c'est peut-être un petit peu plus sur ce côté-là que dans le cadre de la correction d'une déformation ou d'une tumeur de moelle, sur la réduction d'un événement indésirable grave, comme dans le cas d'une correction, ou d'une aggravation post-op, comme dans le cas d'une tumeur de moelle. Encore une question et on passe à la présentation suivante. Cyril Capel, le neurochirurgien amiens, concernant justement la qualité de la décompression. Ma question c'est, est-ce que le monitoring peropératoire est vraiment intéressant? Parce que dans notre expérience, on a observé
2 populations de patients, une population avec ouverture de Durmer, et donc plastique bien entendu, et une autre population avec uniquement décompression osseuse et amincissement de la membrane C0CA. On a observé que, avec IRM de flux pré- et post-opératoire pour l'évaluation, on a observé que dans la population avec ouverture de la Durmer, il y avait une restauration instantanée de l'hydrodynamique cérébrale, etc., et puis une amélioration clinique immédiate, puis progressive. Dans l'autre population, avec une décompression osseuse seule, on a observé la même évolution clinique en termes de cinétique. Par contre, on a observé une restauration de l'hydrodynamique qui était beaucoup plus lente. Peu d'efficacité hydrodynamique post-opératoire immédiate, voire même parfois dégradation. À 3 mois, on a observé une discrète amélioration, et c'est seulement à 1 an qu'on voit des résultats qui sont similaires. Donc, est-ce que le monitoring péropératoire est vraiment intéressant dans ce sens, que ce soit par échographe ou monitoring électrophysiologique? Oui, nous on le fait parce qu'on veut justement voir quelle est la différence et jusqu'à où on peut y aller. C'est quelque chose qu'on a mis en place il n'y a pas très longtemps. Et sur une décompression osseuse simple, certainement il n'y a pas d'intérêt, il n'y aura pas de modification, ça on l'a déjà vu. Mais bien évidemment, dès qu'on ouvre la Durmer et qu'on peut y aller vers une plastie, on a eu des pertes de potentiel même sur certains gestes. Donc, je pense que c'était probablement l'idée de Jean-Rodolphe Ville, ouais, de tester un petit peu ça. exactement. Mais pour l'instant, il n'y a pas de réponse que oui, exactement. Donc,